C'était l'aube sur l'archipel japonais le 7 avril 1945 lorsque le commandant Iwao Nakamura, un pilote vétéran avec des milliers d'heures de vol, plissa les yeux devant la lumière du matin qui filtrait à travers le brouillard. Son instinct de chasseur sentait déjà quelque chose d'anormal ce jour-là. Depuis des mois, le ciel de leur patrie était rempli d'immenses BE-29 américains, véritables forteresses volantes qui réduisaient les villes en décombres avec une précision implacable. Mais ce matin-là, les informations urgentes qui crépitaient sur sa radio apportaient des nouvelles qui lui glaçaient le sang. Parmi les bombardiers se déplaçaient des silhouettes argentées, agiles et mortelles, comme des requins parmi les baleines. Ce n'étaient pas les chasseurs d'escorte lents qu'il connaissait. Ces appareils au nez allongé et aux lignes élégantes fendaient l'air à une vitesse qu'aucun avion de l'Empire du Soleil levant ne pouvait égaler. Alors que le premier d'entre eux se tournait vers lui, Nakamura réalisa avec un mélange d'effroi et d'admiration que la guerre aérienne était entrée dans une nouvelle ère et que le Japon n'y était tragiquement pas préparé. Pour comprendre pourquoi l'arrivée de cette escadre américaine a ébranlé même les pilotes japonais les plus expérimentés, il faut revenir en arrière et analyser le scénario de désolation qui se dessinait dans le Pacifique au début de 1945. Le pays n'était plus la puissance invincible qui avait attaqué Pearl Harbor 4 ans plus tôt. Désormais, leur ville brûlait nuit après nuit sous le poids des bombes incendiaires alors que la machine de guerre américaine avançait sans relâche. La conquête d'Iwo Jima en mars de la même année fut le coup décisif, ces plages sanglantes devinrent la rampe de lancement qui allait changer à jamais le sort des combats aériens sur le territoire japonais. C'est de là que décollèrent pour la première fois les chasseurs PE-51 Mustang l'arme que redoutaient les Japonais sans même savoir qu'elle existait dans toute sa capacité. Pour les Japonais, la guerre était depuis longtemps une bataille perdue. Les mythiques Zéro, autrefois maîtres absolus du ciel du Pacifique, étaient devenus des reliques avant les nouveaux modèles américains, supérieurs en vitesse, en blindage et en puissance de feu. Le carburant était rare, les pilotes expérimentés étaient perdus au combat plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés et les usines, étouffées par le manque de matières premières, livraient des avions de plus en plus fragiles. Il ne leur restait plus qu'un avantage stratégique, combattre sur leur propre territoire, avec des itinéraires courts vers les bases et une connaissance intime du terrain. Les BE-29, venant des lointaines Mariannes, ne pouvaient être interceptés que dans des fenêtres de temps étroites, ce qui permettait aux Japonais de concentrer leurs attaques sur des frappes rapides et précises, disparaissant avant que l'écrasante supériorité numérique américaine n'entre en jeu. Cette tactique allait cependant s'effondrer comme un château de cartes lorsque les premiers Mustangs prendraient leur envol depuis les pistes improvisées d'Iwo Jima. Le voyage de ce combattant dans le ciel japonais est une histoire de dépassement technique presque improbable. Conçu à l'origine pour la Royal Air Force britannique en 1940, le PE-51 est né comme une promesse non tenue, limité par un moteur qui l'empêchait de briller à haute altitude. Ce n'est que lorsque les ingénieurs de North American Aviation ont accouplé son fuselage au légendaire moteur Rolls-Royce Merlin que la Mustang est devenue la machine de guerre ultime, si révolutionnaire qu'elle a redéfini les normes du combat aérien. En Europe, il avait déjà fait ses preuves en tant qu'escorte de bombardier, capable de voler de Londres à Berlin et retour, un exploit considéré comme impossible pour un avion monomoteur. Mais le Pacifique présentait des défis encore plus grands, des distances abyssales, des conditions météorologiques dangereuses et la certitude qu'une panne mécanique sur ces eaux infinies signifiait une mort certaine. Lorsque les stratèges américains élaborèrent leur plan pour l'assaut final contre le Japon, ils furent confrontés à un cruel dilemme, les BE-29 au départ des Mariannes étaient abattus en nombre alarmant par les chasseurs japonais. Ces mitrailleuses défensives n'étaient pas suffisantes, et aucun avion américain n'avait une autonomie suffisante pour les accompagner aux cibles au cœur de l'Empire et de retour. La solution est venue avec des missions extrêmement à longue portée, le VLR, exécuté par PE-51 basé à Iwo Jima à partir du 7 avril. Ces opérations ont poussé les hommes et les machines à la limite absolue, nécessitant environ 8 heures de vol ininterrompu sur un océan vide, où la plus petite erreur pourrait être fatale. Dans les aérodromes japonais dispersés par Honshu, Kyushu et Shikoku, les vétérans ont observé avec démission l'arrivée quotidienne du BE-29. Ils avaient déjà perfectionné des tactiques pour leur faire face, les attaques de foudre, suivies d'un retrait avant que le rideau de feu défensif de la bombarde ne puisse se concentrer sur une seule cible. Les rapports de renseignement ont mentionné la présence de combattants américains à Iwo Jima, mais de nombreux commandants les ont rejetés comme exagération ou propagande de guerre. Après tout, quel seul moteur serait en mesure de parcourir les 650 km entre l'île et Tokyo, se battre et avoir encore du carburant pour le retour? L'idée semblait remettre en question les propres lois de la physique et de l'aérodynamique. Les Japonais avaient déjà traversé des Mustangs sur d'autres fronts depuis la fin de 1943. Malgré quelques coups initiaux, il était bientôt clair qu'il s'agissait d'un adversaire d'une autre catégorie.
Mais ces réunions se sont produites sur les îles lointaines, où les risques étaient plus petits et les itinéraires d'évasion, plus nombreux. Maintenant, cependant, l'intelligence a suggéré que ces mêmes démons mécaniques pourraient apparaître sur les îles sacrées de la patrie. Les ingénieurs japonais ont disséqué des documents capturés et analysé l'épave de Mustang abattue, cherchant désespérément une faiblesse, un point vulnérable. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, était décourageant, une machine pratiquement parfaite qui combinait la vitesse, l'autonomie, la puissance de feu et la maniabilité afin qu'elle remet en question tout ce qui croyait possible dans l'aviation militaire. Le soleil est né clair sur le Japon le 7 avril, illuminant le profil majestueux de Mount Fuji contre le ciel cristallin. Lorsque 91 PE-51D des groupes 15 et 21e chasse a approché le point de rencontre, ces pilotes ont d'abord repéré l'objectif final des années de guerre incessante, le territoire japonais lui-même. Le temps était clair et nous avons vu la côte de Honshu, avec le vieux Fuji se démarquant exactement comme sur les photographies, a déclaré le major Jim Van Die, commandant de la 78e équipe de chasse. Pour ces hommes, ce moment représentait le sommet d'une campagne qui les avait emmenés d'île en île, en avançant toujours. Ils étaient sur le point de faire l'histoire en tant que premiers pilotes de chasse à moteur unique pour escorter les bombardiers sur le Japon lui-même, quelque chose qui, quelques mois plus tôt, semblait aussi peu probable que l'atterrissage sur la Lune. Mais pour les Japonais qui se sont précipités pour intercepter cette menace sans précédent, la vision de ces combattants américains sur leur patrie a provoqué un choc psychologique profond. Ce n'étaient pas les bombardiers lourds et prévisibles qu'ils connaissaient. C'étaient des prédateurs carrés, clairement conçus dans un seul but, la maîtrise de l'espace aérien. Les Mustangs se sont rapidement positionnés aux côtés de leur prêt, 103B-29 Super Fortress du 73e Bombing Group. C'était un spectacle impressionnant, se souvient le capitaine Arbridge. Les formations s'étendent sur des kilomètres, une manifestation écrasante du pouvoir industriel et logistique américain qui a laissé nos adversaires étonnés. Pour bien comprendre l'impact de cette journée, nous devons transporter vers les cabines de ces avions, ressentant le poids de l'histoire écrite avec chaque manœuvre, avec chaque coup, avec chaque vie qui traînait à travers un fil au-dessus du ciel du Japon. Le sort d'une nation était déjà décidé non seulement sur les usines ou les champs de bataille éloignés, mais dans l'air même que ses citoyens respirent. Chaque décollage d'un Mustang PE-51 d'Iwo Jima n'était pas seulement une mission tactique, c'était un coup de courte du mythe de l'invincibilité japonaise, un rappel aérien que la guerre avait atteint le solo sacré de l'Empire du Soleil Levant. Les pilotes américains, beaucoup toujours avec leur visage marqué par les jeunes mais durcis par des mois de combat dans le Pacifique, ont volé non pas comme des envahisseurs, mais en tant que herald d'une nouvelle ère de guerre. Ces avions, forgés dans la précision des lignes de montage de Détroit et Dallas, étaient des machines presque parfaites, les moteurs Merlin rugissant avec une puissance inégalée, des ailes qui coupent l'air avec une efficacité mortelle et des réservoirs de carburant qui ont remis en question les limites de l'ingénierie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'horizon, les défenseurs japonais ont décollé dans des combattants qui sont déjà nés des Foyabus obsolètes Kill-43 avec des fuselages de viande, des Kill-61 dont les moteurs ont échoué faute de lubrifiant approprié, et même le Ki-44 Shoki adapté pour les missions kamikazes, parce que la scintillage avait fait chaque pilote, chaque avion, a été dépensé. La disparité n'était pas seulement matérielle, c'était existentiel. Lorsque les Mustangs ont plongé en formation sur les villes japonaises, elles ont non seulement apporté des bombes ou des mitrailleuses. Ils ont apporté avec eux le poids d'une civilisation industrielle qui avait transformé l'idée même de la guerre. Les pilotes japonais, créés dans la doctrine de Bushido et la croyance que l'esprit pourrait surmonter toute carence technique, sont maintenant confrontés à un ennemi qui non seulement a égalisé, mais a dépassé sa détermination avec une efficacité mécanique froide. Chaque engagement aérien est devenu un duel entre deux mondes, d'une part, la précision calculée des conducteurs formés au simulateur et aux tactiques s'est développée dans des milliers d'heures de vol, d'un autre côté, le courage désespéré des hommes qui savaient, au fond, que leurs chances de survie diminuaient avec chaque mission. Et puis est venu le moment où le courage n'était plus suffisant. Rapport de combat, précédemment rempli d'euphémismes sur des attaques spéciales, le code pour les missions suicidaires, maintenant décrite avec RAW réaliste le massacre systématique des combattants japonais. Le 12 avril, lors d'une attaque contre les champs d'aviation près de Tokyo, les Mustangs ont abattu 26 avions ennemis avec la perte d'un seul PE-51. Ce ne sont plus des exceptions, il était la nouvelle règle. Les Japonais, qui ont autrefois dominé le ciel avec des manœuvres et des tactiques agiles audacieuses, étaient désormais réduites à des cibles presque statiques, proie d'un prédateur qui chassait avec un avantage technologique écrasant. Pour le commandement japonais, la réalité a été un coup après l'autre. Les interceptions radio ont révélé que les Américains connaissaient non seulement leur position, mais ont également prévu leurs manœuvres.
Les radars d'alerte précoce, autrefois fiers de la défense aérienne, contournaient désormais facilement les avions qui volaient plus fort, plus rapides et avec des systèmes de navigation qui ont transformé le Pacifique en une cour opérationnelle. Pire encore, les missions ne se sont pas arrêtées. Jour après jour, semaine après semaine, les Mustangs sont revenus, de plus en plus audacieux. En mai, ils ne se sont plus contentés d'escorter des bombardiers, chassant activement des combattants japonais dans les airs, détruisant des avions dans le sol, sapant la propre résistance de l'ennemi. Pendant ce temps, dans les rues de Tokyo, Osaka et Nagoya, les civils ont levé les yeux avec un mélange de terreur et de démission. Le son des moteurs Merlin n'était plus une surprise, c'était le nouveau son de la défaite. Les enfants qui jouaient autrefois dans un avion avec des bâtons de bambou se sont maintenant cachés dans des abris de fortune, tandis que leurs mères priaient pour les Gaijins, les étrangers, épargnent leur maison. La propagande qui a juré que le vent divin, kamikaze, protégerait le Japon était devenue un écho vide face à la réalité, le vent a maintenant soufflé en faveur des Américains, et il a apporté avec lui une tempête de feu et de métal. Mais c'est dans les coulisses du haut commandement que le désespoir était vraiment réglé. Généraux qui avaient planifié la guerre. Basés sur la supériorité spirituelle du soldat japonais, ils étaient maintenant confrontés à des feuilles de calcul montrant une vérité gênante, pas de carburant, pas de pièces de rechange, pas de pilotes formés, la défense aérienne du Japon était une lettre de lettres sur le point de s'effondrer. Des réunions générales de casernes auparavant pleines d'optimisme stratégique sont désormais des discussions sur le moment où les villes ne seraient pas réduites en décombres. Certains parlaient encore de la résistance au dernier homme, d'autres, à voix basse, ont commencé à chuchoter la possibilité d'une reddition qui jusque-là était impensable. Et donc, alors que American Mechanic à Iwo Jima a travaillé sous Spotlight pour préparer un autre projet de loi Mustang, et les cavaliers japonais ont écrit des lettres d'adieu aux familles, le Pacifique est devenu le stade d'un duel final non seulement entre les nations, mais entre deux visions du monde. D'une part, la croyance que la technologie et la logistique pourraient doubler le destin. De l'autre, l'espoir désespéré que le sacrifice seul pourrait à lui seul inverser le cours de l'histoire. L'été 1945 approchait, et avec lui, la promesse que le ciel du Japon assisterait non seulement aux batailles, mais aussi à la naissance d'un nouvel ordre, forgé en feu, en acier et une détermination implacable de ceux qui avaient déjà décidé que la victoire serait à vous de coûter ce qu'elle coûte. Chaque décollage de Mustang n'était pas seulement un vol, c'était un pacte avec la limite humaine. Les pilotes savaient qu'en plus des compétences et du courage, leur vie dépendait d'une équation implacable, suffisamment de carburant pour atteindre la cible, combattre, si la chance le permettait, reviennent. Mais les lois de la physique ne s'inclinent pas à volonté, et le ciel du Pacifique a nécessité leur hommage en sueur, en sang et parfois dans une vie entière. Même ainsi, alors que les moteurs rugissaient sur les pistes Iwo Jima, des hommes comme le maître du vol Kane Yoshimoto ont prouvé que la détermination pourrait brièvement défier l'inévitable. Un conseil d'administration du Kawanishi N1 George, une machine qui unit une élégance mortelle avec des performances surprenantes, les pilotes japonais ont quand même réussi à abattre les Mustangs, victoires éphémères, mais des étincelles d'espoir éclairées dans une force aérienne au bord de l'épuisement. Chaque succès a été célébré comme un miracle, la preuve que, même face à la tempête, les samouraïs des cieux pouvaient encore nuire aux géants. D'un autre côté, cependant, la machine de guerre américaine commençait à montrer ses fissures. Ce ne sont pas les balles ou les canons japonais qui portent le plus les pilotes PE-51, mais la nature même de la mission, 8 heures serrées dans une petite cabine, suspendue sur un océan qui n'a pas pardonné d'erreur. Le capitaine Robert W. Moore du 21e groupe de chasse décrirait plus tard ce vide bleu comme un cauchemar éveillé, vous êtes seul. Seulement de l'eau. Toujours de l'eau. Une erreur du moteur, une déviation dans le cours, et vous disparaissez, pas de tombe, pas d'adieu, comme s'il n'avait jamais existé. Certains se sont brisés sous le poids de la solitude. D'autres, comme le lieutenant Laurence Grenand, ont eu de la chance, éjectés sur le Pacifique, ils ont été secourus par des navires de la marine avant que l'océan ne les avale. Mais beaucoup n'avaient même pas ça. Garder ces combattants dans les airs était aussi farouchement une bataille que la combattre à 30 000 pieds. Dans Iwo Jima, les mécanismes ont travaillé sur des changements ininterrompus, combattant la poudre volcanique qui érode les moteurs et obstruant des filtres comme une peste silencieuse. Les pièces de remplacement sont arrivées après les voyages épiques, transportés par des avions qui ont traversé un demi-monde, étendant une chaîne logistique déjà tendue à la limite. Chaque Mustang qui a eu lieu était un miracle de l'ingénierie et de l'obstination, et pourtant le carburant a été si calculé qu'une seule erreur de navigation ou un combat prolongé pourrait transformer le retour en condamnation à mort. Et puis est venu le 1er juin 1945.
Un jour que les coureurs du 7 Fighter Command appelleraient, avec amertume, Black Friday. 148 Mustangs ont décollé d'Iwo Jima pour escorter le B-29 vers Osaka. Les présages sont venus tôt, les rapports météorologiques ont parlé de murs de nuages monstrueux de la cible. Mais la mission était vitale. Il n'y a pas eu de retour. Lorsque l'entraînement est entré dans le système de tempête, l'enfer s'est ouvert. Les nuages de cumulonimbus ont avalé les combattants, séparant les escouades, répartissant des pilotes à travers des centaines de kilomètres de ciel hostile. Les instruments tremblaient. Les radios ont tremblé. Les hommes formés à faire confiance à leur capacité ne dépendaient désormais que de la foi dans les aiguilles tremblantes et les calculatifs. Le lieutenant Grenand était l'un de ceux qui ne pouvaient pas résister, il est entré dans le vide, se sauvant par un fil. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Carburant épuisé. La navigation échoue. Le Pacifique, indifférent, s'est plaint de ses victimes. L'ironie était cruelle. Après des mois qui dominent les cieux avec une précision chirurgicale, ce ne sont pas les zéros ou les canons anti-aériens qui ont décimé les Mustangs ce jour-là. C'était le climat, un ennemi qui ne se rend pas aux balles, ni tactique ni supériorité industrielle. Parmi les postes d'observation japonais, les opérateurs radars ont assisté à l'étranger, tandis que les points lumineux sur leurs écrans ont disparu un par un, non pour un feu amical, mais par des vents traîtres et un brouillard meurtrier. Pour des pilotes comme Saburo Sakai, qui avaient déjà affronté le pire que la guerre puisse offrir, c'était un sombre rappel, même les dieux de la technologie américaine pouvaient être renversés par les caprices de la nature. Mais si le Black Friday secouait les Américains, cela a également révélé quelque chose de plus terrifiant pour les Japonais, même après avoir perdu des dizaines d'hommes et de machines, la Mustang serait de retour. Et reviendrait en plus grand nombre. La résilience de ces pilotes, leur capacité à absorber les coups et à revenir, était un signe indubitable. L'Empire du Soleil levant ne se battait plus contre une force aérienne. Il a combattu une machine de guerre qui, même blessée, a continué à avancer. Et tandis que les combattants américains ont coupé le ciel du Japon, quelque chose a fait irruption dans le sol. Les civils qui avaient appris à croire aux divins kamikazes levèrent maintenant les yeux pour voir des Mustangs survolant leur ville, impunis. Les usines, autrefois intouchables, ont brûlé sous des attentats précis. Les trains, essentiels pour le transport des troupes, ont été fabriqués à la machine en chemin. La propagande qui a juré d'invincibilité ruinée, remplacée par le rugissement des moteurs Packard Merlin, un son qui a rescuté en tant que phrase. Pour des pilotes comme Marcus Mcdilda, massacré à propos de Kyushu et capturé, la guerre est devenue un jeu d'échecs mortel, où chaque mouvement a révélé à quel point les Japonais comprenaient peu l'ennemi qu'ils étaient confrontés. D'un autre côté, des vétérans comme Saburo Sakai, qui avaient survolé Pearl Harbor et avaient survécu à des centaines de combats, ont regardé la Mustang avec un mélange de respect et de désespoir. Ils ne sont pas comme les autres, écrirait-il plus tard. Ils ne se retirent pas. Ils n'ont pas peur. Et maintenant ils sont ici, dans notre propre paradis. Jusqu'en juillet 1945, la résistance organisée des combattants japonais n'était guère plus qu'une ombre. Les héros restants ont été pilotés par de jeunes hommes avec quelques heures de vol, lancés au combat comme sacrifice symbolique. Les Mustangs, à leur tour, étaient devenus propriétaires absolus de l'air, pas seulement comme des escortes, mais en tant que chasseurs, scannant des aérodromes, étranglant des fournitures, transformant le Japon en impasse. La guerre ne parlait plus de qui a remporté les batailles. Il s'agissait de qui tiendrait jusqu'à la fin. Et cet été-là, un seul côté avait encore la force de répondre. La combinaison mortelle de rareté de carburant, de perte de pilotes et de l'effondrement industriel avait réduit les ombres de l'ancien avion redoutable et de la marine japonaise. Les quelques coureurs qui décollent dans des avions obsolètes, confrontés non seulement à une supériorité numérique écrasante, mais aussi à une différence technologique qui a fait de chaque mission un acte de désespoir. Le succès ne signifie plus dans les victoires, mais dans breviver pour voler un autre jour. Pendant ce temps, American Mustang Riders avait laissé le rôle de simples escortes derrière. Maintenant, ils ont balayé le ciel en mission de chasse librement et attaqué des cibles sur le sol, démantelant systématiquement ce qui restait de la capacité de guerre japonaise. La résistance à l'ère nipponique autrefois féroce était devenue presque inexistante. Le Japon, qui avait autrefois dominé le ciel avec des milliers de combattants, a maintenant vu son territoire transformé en un espace aérien exclusif d'Américains. Lorsque les Mustangs sont apparus sur Tokyo, ce n'était pas seulement une surprise tactique, c'était un coup psychologique dévastateur. Les actions japonaises, habituées à lutter contre l'égalité,
ont compris, pour la première fois, la vraie dimension de leur défaite. Les missions à long terme d'Iwo Jima n'étaient pas seulement une démonstration du pouvoir, c'était la preuve que les États-Unis étaient devenus une force mondiale, capable de projeter sa domination sur n'importe quel point sur la planète. La logistique, l'industrie et la détermination américaine avaient créé une machine de guerre sans précédent, contre laquelle aucune nation ne pouvait rivaliser sur l'égalité. Pour les aviateurs japonais survivants, la vision de ces combattants au-dessus de leur ville a été gravée comme le moment où la guerre n'était plus une bataille et est devenue un verdict. Beaucoup d'entre eux, des années plus tard, avoueraient que c'était à ce moment-là, car ils voient les Mustangs couper les cieux de leur patrie, qu'ils ont sans aucun doute compris que le conflit était perdu. Mais ces missions ont également révélé le prix humain de la transformation de la technologie. 90 pilotes américains ne sont pas revenus. 157 Mustangs ont été abattus ou perdus. Des chiffres qui, derrière la statistique froide, ont caché des vies interrompues, détruit les familles et le rappel cruel que, aussi avancée que la machine, la guerre dans l'air a toujours décidé du sang et du courage. En arrière-plan, l'histoire des cendres japonaises étonnées du P-51 sur Tokyo va au-delà d'un récit de supériorité technique. C'est un récit humain de l'adaptation, le poids des choix au milieu du chaos et comment la guerre moderne peut briser non seulement les armées mais aussi la notion de sécurité elle-même. Ces vols ont marqué le moment où les îles japonaises ont cessé d'être un refuge inaccessible et eux-mêmes sont devenus le champ de bataille final eux-mêmes. Pour les pilotes des deux côtés, c'est l'épilogue d'une guerre aérienne qui avait commencé à Pearl Harbor et a maintenant atteint son apogée sur le mont Fuji, où la destination d'une nation ne serait pas scellée par les casernes générales, mais par des jeunes dans des cockpits en argent. L'héritage de ces missions transcende cependant leur impact immédiat. Ils ont prouvé que pendant la guerre moderne, il n'y a pas de sanctuaire inviolable, pas de distance trop grande pour ceux qui sont prêts à le payer. Les coureurs japonais qui, pour la première fois, ont vu des Mustangs sur la tête, ont été témoins de la naissance d'une nouvelle ère, une époque dans laquelle la portée mondiale et la supériorité technologique redéfiniraient à jamais la nature des conflits. Lorsque les dernières formations P-51 ont quitté le ciel japonais en août 1945, ils n'ont pas pris avec eux seulement la défaite militaire d'un empire. Ils étaient certains que le monde avait changé, l'ère de la patrie intouchable s'est terminée, remplacée par une époque où le dernier coin de la planète pourrait devenir un front. Les jeunes qui ont piloté ces combattants, américains et japonais, ont emporté avec eux, pour le reste de leur vie, la mémoire de ces jours. Le souvenir d'un moment où l'avenir de la guerre n'a pas été dessiné dans les traités ou les stratégies, mais sur les sentiers de condensation qui ont traversé le ciel sur la terre du soleil levant.